Bonjour, bienvenue. Bienvenue pour ce premier cours de la chaire neurobiologie et immunité. Et cette année, on va continuer ce qu'on avait un petit peu attaqué l'année dernière. On va vraiment s'intéresser. Je ne sais pas si le micro, ça marche ou pas? Ouais, ok. On va continuer à s'intéresser en fait aux interactions neuro-immunitaires dans le cadre. Moi, je vais le rapprocher parce que j'entends l'écho. Dans les interactions neuro-immunitaires, dans le cadre du dialogue entre le cerveau et le corps. Et donc, je vais un petit peu faire un petit rappel de ce qu'on a vu l'année dernière pour vous expliquer dans quel contexte le cours se place. Et puis, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver cette année ou de vous rencontrer cette année pour une nouvelle série de 4 cours. Donc la chaire, globalement, s'intéresse aux interactions entre le système nerveux et le système immunitaire parce que ce sont deux grands systèmes qui régulent la manière dont les organismes interagissent avec le monde microbien d'une part et l'environnement sensoriel et moteur. Et ce sont deux systèmes qui ont pendant longtemps été étudiés en parallèle. On a vu au cours des différents cours qu'en fait, il y a énormément de données, d'arguments qui montraient déjà que ces deux grands systèmes interagissent à beaucoup de niveaux, mais toute une série d'études et de travaux, on va dire, depuis la fin des années 80 et principalement aussi depuis ces 15-20 dernières années, ont montré qu'en fait, ces deux grands systèmes interagissent énormément et qu'il faut les considérer dans le cadre de ces interactions neuro-immunitaire. Déjà, on pensait que le cerveau était, on va dire, arborait ce qu'on appelle le privilège immunitaire, c'est-à-dire qu'il était isolé de la circulation sanguine et des cellules immunitaires qui sont présentes dans la circulation sanguine, ce qui faisait qu'il était relativement isolé du système immunitaire. Et il a été montré qu'en fait, même s'il y a cette barrière hémato-encéphalique, j'y reviendrai, derrière lequel est le cerveau, il y a de nombreuses interactions entre le système immunitaire et le cerveau et une interaction extrêmement riche au niveau des barrières du cerveau, notamment des méninges qui entourent toute cette structure. Alors, ce qu'on a vu l'année dernière, c'est qu'il faut vraiment considérer ces interactions de manière globale et qu'il y a plusieurs voies de communication entre le système nerveux et le système immunitaire. D'une part, ce qu'on appelle une voie humorale, c'est-à-dire des signaux qui peuvent notamment passer par la circulation sanguine et atteindre le cerveau. Bonjour, bienvenue, installez-vous, là il y a des places. Une voie humorale donc, qui passe notamment par des signaux présents dans la circulation sanguine et qui peuvent, malgré cette barrière hémato-encéphalique, et on y reviendra, influencer le cerveau, et une voie nerveuse qui passe par différents nerfs qui sont présents dans l'ensemble du corps. Et on a notamment vu que ça passait par différents aspects du système autonome, et notamment le nerf vague, qui innerve tous les organes viscéraux à l'intérieur de la cavité abdominale, mais aussi du système nerveux périphérique qui va innerver par exemple toute la peau et aussi une partie des organes. Alors le nerf vague, on a vu qu'il était très important pour ce qu'on appelle le réflexe immunitaire, c'est-à-dire dans un contexte d'inflammation extrême, comme par exemple une sepsis, le système nerveux, le cerveau est capable d'éteindre ou de diminuer l'inflammation, ce qui ouvre la voie à différentes manipulations et traitements dans ce contexte-là. Donc des voies humorales par la circulation sanguine et par des nerfs, et on en reparlera aujourd'hui. Et aussi des interactions locales. Et on s'est beaucoup intéressé l'année dernière à la peau, où on a bien vu que dans le contexte de la peau, le système nerveux et le système immunitaire interagissaient de manière très 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 proche, par exemple dans le contexte d'une inflammation, mais aussi de certaines pathologies comme l'eczéma ou le psoriasis, et que notamment dans la peau, les micro-organismes, aussi bien comme le microbiote cutané avec lequel on vit en harmonie, mais également des pathogènes, peuvent agir aussi bien sur les cellules immunitaires que même directement sur des nerfs
et qu'on a un dialogue croisé entre ces trois éléments qui permet une bonne physiologie à ce niveau-là. Et donc on a des micro-organismes qui peuvent agir sur les nerfs, sur les cellules immunitaires et ces deux acteurs qui s'entre-coordonnent pour réguler la physiologie. Et enfin, ce qu'on avait vu, c'est que s'il y a une information immunitaire qui remonte au cerveau, qui va influencer la manière dont celui-ci régule le système immunitaire ou qu'il y a des interactions neuro-immunitaires périphériques, il a très récemment été montré qu'en plus de cela, le cerveau est capable de ce qu'on appelle immunoception, ce qui a été appelé immunoception, c'est-à-dire d'avoir une représentation du système immunitaire et des épisodes inflammatoires précédents qui ont eu lieu, de la même manière qu'on peut avoir une carte visuelle, une carte auditive. On a une mémoire, un engramme de ces événements inflammatoires, et ça a été extrêmement bien montré chez la souris. C'est-à-dire qu'en plus d'utiliser les informations immunitaires pour réguler la physiologie et le système immunitaire, le cerveau est capable d'avoir une carte et d'enregistrer ou de mémoriser ces événements inflammatoires pour ensuite avoir une réponse adaptée dans le contexte du corps. Alors comment est-ce qu'on peut, on va dire, présenter ou schématiser ou mettre en perspective ces différentes interactions? Si on considère une vision un petit peu moderne du cerveau et du fonctionnement du cerveau, on a tout ce qui va être interoception, c'est-à-dire perception, représentation d'événements ou on va dire d'informations qui sont liées au corps, qui vont remonter au cerveau. Donc ça concerne, comme on l'a vu, le système immunitaire, mais ça va concerner l'état d'absolument tout ce qui se passe dans le corps, des choses extrêmement, on va dire, basiques comme l'état d'osmolarité du sang, les nutriments, le rythme cardiaque, etc., etc. L'interoception et, d'autre part, les sensations venues du monde extérieur, les stimulations sensorielles, notamment, entre autres, mais d'autres perceptions du monde externe. Donc ces deux événements, l'extéroception et l'interoception, vont d'une part être importantes pour moduler la réponse et la régulation, on va dire, du corps, en intégrant toutes ces données, et d'autre part, permettre de construire, d'implémenter, d'adapter des réponses comportementales adaptées au monde et à l'environnement. Alors, dans le cadre de ce que l'on a vu l'année dernière, bonjour, bienvenue, installez-vous. Il y a des places un peu éparses. Dans le cadre de ce que l'on a vu l'année dernière, donc les signaux, on va dire, immunitaires du système immunitaire ou issus de cellules du système immunitaire sont effectivement perçus, intégrés par le cerveau, d'une part pour réguler les fonctions. Et alors ce que l'on a vu, c'est que justement cette régulation, elle permet ou elle confère au système immunitaire une propriété qu'il n'a pas en fait seul, qui est une propriété d'anticipation. C'est-à-dire, par exemple, quand un animal ou un individu est dans une situation dangereuse, stressante, il va reconnaître cette situation, donc de manière intégrée, et produire une réponse qui va booster ou modifier ou préparer la réponse immunitaire à une éventuelle capacité accrue de défense du système immunitaire. Dans d'autres circonstances, comme par exemple dans l'accouplement, on va avoir une modification anticipée du système immunitaire qui a été attribuée au fait que cet acte peut éventuellement provoquer ou amener différents pathogènes, ou en tout cas exposer l'individu à d'autres signaux. Donc une anticipation, et le cas extrême, c'est aussi un frein brutal, comme par exemple, comme je l'ai mentionné, dans le cas du réflexe immunitaire, où quand on a un événement, une sepsis, on peut avoir directement une action du nerf vague qui va diminuer et bloquer la réponse inflammatoire. Donc une boucle, on va dire, extrêmement importante, mais ce qu'on a vu aussi dans le cadre de la peau, c'est qu'en fait, toutes ces sensations, on va dire cette division monde externe, monde interne,
En ce qui concerne le système immunitaire, elle ne tient pas vraiment, puisque le système immunitaire est en permanence en contact, par exemple, avec le microbiote et modulé par cet événement et aussi par des signaux internes. Et d'autre part, la perception sensorielle, même dans un contexte physiologique, va être modulée au niveau immunitaire, comme on l'a vu dans le contexte de la peau. Et enfin, on a une représentation de ce système immunitaire. Alors cette année, on va continuer à explorer ces interactions, toujours sous le même angle, mais en regardant des choses un petit peu différentes pour compléter le tableau qu'on a fait. La première, c'est qu'on va regarder maintenant comment ces différentes informations vont, dans un contexte physiologique, on va voir ça aujourd'hui, contribuer à une réponse comportementale adaptée. C'est-à-dire ce que l'on sait aujourd'hui, et on va intégrer notamment des travaux, des résultats extrêmement récents de l'année dernière, même de ce tout début d'année et de quelques années passées, pour essayer de voir comment est-ce que certains signaux immunitaires maintenant sont considérés comme faisant partie finalement au même titre que de signaux sensoriels externes de l'environnement, de signaux informatifs pour un comportement, on va dire, adapté à l'environnement, une réponse comportementale adaptée à l'environnement. On verra dans le deuxième cours, donc la semaine prochaine, comment est-ce que finalement ces interactions neuroimmunitaires peuvent être perturbées dans le contexte où là les signaux immunitaires ne sont plus du tout physiologiques ou adaptatifs, mais vont véritablement perturber et chambouler le fonctionnement du cerveau. Et enfin, dans les cours 3 et 4, on regardera de manière un petit peu transverse comment est-ce que ces interactions neuro-immunitaires régulent ou sont importantes dans des processus qui font un petit peu appel à toutes ces différentes voies. Le premier, ce sera la douleur. On va vraiment regarder à différentes étapes les interactions neuro-immunitaires dans la douleur, depuis la peau, mais jusqu'aux perceptions intégrées et aussi à différentes pathologies. Et on finira sur le sommeil. En quoi est-ce que les interactions neuroimmunitaires participent, régulent et modifient les changements ou les choses qui se passent pendant le sommeil, et on élargira un petit peu à d'autres rythmes circadiens autres que le sommeil. Voilà, c'est pour le programme, le menu. Et donc, pour repréciser, donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'influence de signaux immunitaires sur le comportement, et notamment, on se focalisera sur un titre un peu large, mais les interactions sociales, mais c'est vraiment la réponse, on va dire, à l'environnement et notamment aux autres individus. La semaine prochaine, on s'intéressera aux signaux immunitaires dans des contextes plus pathologiques et jusqu'à des encéphalites à auto-anticorps qui perturbent véritablement le fonctionnement du cerveau sans l'attaquer, sans le détruire. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend des interactions neuroimmunitaires, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective aussi par rapport au traitement de différents patients, la douleur et le grand nettoyage du sommeil et autres rythmes biologiques. Et il y aura aussi un colloque le 10 avril, donc un petit peu décalé par rapport au cours, où on aura des speakers formidables. Donc là, c'est un colloque avec vraiment des spécialistes. Il se passe en anglais, mais vous êtes tous et toutes bienvenus. Et là, on aura des aspects différents qui seront abordés, qui sont un petit peu à cheval sur le cours de cette année et sur le cours de l'année dernière, et qui donc sont focalisés sur ces interactions neuroimmunitaires dans le dialogue entre la périphérie et le cerveau. Voilà, donc on peut attaquer aujourd'hui sur ces fameux signaux immunitaires dans le comportement et les interactions sociales. Donc on va avoir un cours qui va être un petit peu, on va dire, découpé en 4 parties, certaines plus focalisées sur les interactions immunitaires et d'autres un petit peu moins, mais j'espère que ça va être clair de voir un petit peu en quoi et pourquoi
on s'intéresse à ces différents aspects. Alors, ce qui est important, c'est de bien avoir en tête que tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui sont des travaux extrêmement récents, publiés, encore une fois, ces dernières années, et qui sont principalement, voire exclusivement, réalisés sur l'animal, qui permettent de véritablement tester la causalité et des différentes interactions. Ceci dit, ça nous informe sur la manière dont ces différentes molécules et processus interagissent. Donc on va voir vraiment, on va parler du retrait social dans des contextes inflammatoires et on va parler de choses dont on a déjà parlé dans différents cours mais repris de manière un peu différente et puis ça va poser vraiment les cadres conceptuels, la description, les voies connues. On va s'intéresser vraiment assez précisément à une ou deux études qui ont montré un rôle très particulier pour une cytokine dans ce contexte de retrait social, c'est-à-dire d'isolement social, qui montrent que vraiment ce sont des circuits particuliers qui sont activés dans ce contexte-là. Et puis on reviendra, on va faire une petite parenthèse ou un petit pas de côté pour sortir des interactions neuroimmunitaires, mais regardez là aussi des choses très nouvelle où véritablement il a été montré que les interactions sociales sont peut-être régulées un petit peu comme d'autres fonctions physiologiques homéostatiques, la faim, la soif, etc. Et donc qui permettent de repenser un petit peu, en tout cas différemment, la manière dont ces interactions sont régulées. Et puis, enfin, on verra justement ce qu'on sait en partant donc, d'un contexte inflammatoire, une modification inflammatoire et une réponse comportementale, on reviendra sur de la physiologie. Qu'est-ce qu'on sait de différentes cytokines, c'est-à-dire des molécules du système immunitaire et qui peuvent voyager, des cytokines sur les réponses comportementales en contexte physiologique et justement aboutir à cette proposition, ou en tout cas à ce cadre, qu'apparemment ces signaux participent de manière normale à faire le point sur l'état de l'animal et l'état de la situation dans laquelle il se trouve pour produire des réponses comportementales adaptées à la situation. Alors on va commencer par donc cet retrait social en conditions inflammatoires. De quoi est-ce qu'on parle ? On parle d'un processus dont j'ai déjà pas mal parlé qui s'appelle le comportement de maladie. Alors le comportement de maladie, qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie d'un comportement, en tout cas d'une collection de réponses comportementales qui sont observées chez l'homme, chez énormément d'animaux également, qui donc sont enclenchées en réponse à une infection bactérienne ou virale et vont déclencher en parallèle de la fièvre, qui est mise un petit peu à part, toute une série de comportements. Ce que je voudrais préciser, parce que je crois que à chaque fois j'oublie de le dire, c'est que ce comportement de maladie n'est pas induit que dans un contexte infectieux, mais il est aussi induit, par exemple, par une nécrose tissulaire ou dans des contextes, par exemple, post-opératoires, où là, il n'y a pas nécessairement d'infection, mais il y a enclenchement de ce comportement de maladie qu'on peut tous reconnaître. On dit « il ou elle est malade », et on voit exactement de quoi il en ressort. Il en ressort une perte d'appétit, une somnolence accrue, une diminution de l'activité physique, un retrait social, et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, perte d'intérêt, douleur, sensibilité accrue, trouble de la concentration, irritabilité, etc. Donc c'est une réponse comportementale avec différents, on va dire, différents items, différentes formes de réponse qui vont toucher l'appétit, qui vont toucher le sommeil, l'activité physique, une grande fatigue et par exemple le retrait social. Alors il y a toujours eu la question de savoir si ce retrait social, c'est-à-dire, et on reviendra sur la définition exacte, mais le fait que l'on ne s'engage pas dans des interactions sociales avec d'autres individus de son espèce, est-ce que ce retrait social n'est qu'une conséquence, par exemple, d'une fatigue ou d'un ensemble d'autres réactions. Ce retrait social, il est observé dans un grand nombre d'espèces, donc là c'est un mauvais souvenir,
C'est ce qu'on a vu pendant la pandémie, mais il est observé chez un grand nombre d'espèces. Ici, vous avez un exemple, par exemple, chez des fourmis, où on voit ici les interactions entre différents membres d'une fourmilière et ce qui se passe après exposition à un pathogène donné, où on voit que les animaux qui ont été exposés à ce pathogène sont isolés du groupe dans le sens où ils n'ont plus qu'un nombre limité d'interactions avec d'autres individus qui, en fait, entre guillemets, s'occupent d'eux. On va retrouver des modifications chez les poissons. Et donc, ce retrait social a été véritablement et retrouvé dans un grand nombre d'espèces et a été postulé comme étant aussi sélectionné par l'évolution, puisque empêchant, dans certains contextes, la propagation de certains virus ou de certains pathogènes à l'ensemble de la communauté ou des individus touchés. Alors, il faut bien faire attention quand on parle de retrait social, on va définir ça tout de suite. Donc, c'est une réduction active et contextuelle de la motivation ou de l'engagement dans des interactions sociales. Donc, on parle tout de suite de motivation et d'engagement, sans altération nécessaire des capacités sociales. Et c'est très important donc de bien, on va dire, mettre ça dans un contexte plus global d'une communauté ou d'un groupe, où on sait, par exemple, que l'isolement de certains individus malades peut être lié au comportement des autres individus de ce groupe qui vont, par exemple, l'éviter ou l'exclure. Ou dans certains cas, avoir justement une attitude proactive pour venir s'occuper de ces congénères qui ont effectivement l'air d'être malades. Donc, on va dire une réponse de l'individu atteint et une réponse des autres individus faisant partie du groupe social qui vont aboutir à, on va dire, une organisation globale de ce groupe face à un épisode, par exemple, infectieux. Néanmoins, donc, encore une fois, la chose dont on va parler aujourd'hui, c'est cette réduction active et contextuelle de la motivation ou de l'engagement social par l'individu qui est lui-même sujet ou objet donc de ce comportement de maladie et de cette infection. Alors, parmi tous ces différents symptômes, on va dire, la question c'est de savoir finalement comment est-ce que... alors on va parler vraiment là on va dire des stimuli infectieux, mais encore une fois c'est la même chose dans d'autres contextes. Comment est-ce que ces stimuli infectieux ou ces épisodes inflammatoires vont aboutir à ce comportement de maladie? Comment est-ce que également on va avoir l'induction de ces différentes réponses physiologiques, enfin pathophysiologiques du cerveau? Donc ce qu'on sait, c'est que des cellules du système immunitaire inné, qui sont présentes dans tous les tissus, comme les macrophages, sont capables de reconnaître des molécules, des bactéries directement, certains virus, certains éléments microbiens, mais aussi des débris cellulaires ou des morceaux de cellules endommagées. C'est pour ça qu'épisode infectieux ou lésions ou post-opératoire, on va avoir les mêmes réponses par des récepteurs particuliers et que cela va conduire à la production de ces fameuses cytokines dont je parle, qui sont des molécules sécrétées qui peuvent passer, qui peuvent agir localement sur le tissu, mais aussi aller dans la circulation sanguine. Donc, comme l'interleukine 1-bêta, dont je parlerai beaucoup aujourd'hui, le TNF-alpha, l'interleukine 6, dont je parlerai à peine aujourd'hui, mais j'en reparlerai après, l'interféron, etc., qui sont des molécules dont vous avez entendu parler et qui agissent sur l'inflammation ou l'état inflammatoire. Donc, c'est des voies très compliquées, mais tout ça pour dire que toutes ces molécules peuvent conduire à la production de ces cytokines inflammatoires. Et ce qui est très important et qu'on a vu, c'est pourquoi ces cytokines vont avoir un effet sur le système nerveux, même si ce sont des molécules qui sont produites par le système immunitaire et qui ont une action sur un grand nombre de tissus et sur d'autres cellules immunitaires, elles ont une action directe sur les neurones. Donc elles sont produites par ces différentes cellules, macrophages, mastocytes, neutrophiles, etc.
Et ces cytokines peuvent directement agir sur l'activité de certains neurones. Par exemple, ici, changer le seuil de la douleur dans certains neurones périphériques, ce qui fait qu'on a un lien direct entre inflammation et, par exemple, douleur périphérique. Donc, ce dialogue moléculaire partagé, il est important de le prendre en contexte aussi, de bien garder à l'esprit que différentes cytokines vont avoir différents récepteurs. Donc, ces différents récepteurs peuvent ou ne pas être exprimés ou présents à la membrane de différents neurones, mais aussi que via ces différents récepteurs, on peut avoir des modulations très différentes. On a vu que dans la peau, on va avoir un effet sur la douleur d'un côté ou sur la démangeaison, et que donc forcément, le résultat final de ces différentes molécules peut être très différent. Alors, comment est-ce que la production de ces cytokines en réponse à un événement infectieux agit sur le cerveau? Donc, on en a parlé. La première chose, c'est une voie nerveuse. Alors, quand on parle de voie nerveuse, encore une fois, le nerf vague qui innerve tous les organes du système nerveux autonome, qui est représenté ici, les poumons, aussi tous les intestins et globalement tous les organes présents dans la paroi, la cavité abdominale. Mais on a également des neurones, des ganglions rachidiens, donc qui sont des neurones qui vont innerver toute la peau, par exemple, et permettre d'être sensible au toucher, à la douleur, à la température, etc. Mais ces neurones, il ne faut pas l'oublier, innervent également tous les organes présents dans la cavité abdominale également. Et on en parlera beaucoup dans le contexte de la douleur, parce que par exemple, ici on a une représentation très fine. Quand on a mal à un endroit, on sait exactement où on a mal. Au niveau des organes, c'est beaucoup plus diffus. C'est lié à la manière dont ces neurones, qui sont importants pour la détection de la douleur, innervent les différents organes et sont aussi sensibles aux cellules immunitaires. Donc une innervation de ces neurones ganglions rachidiens. Et puis, on en parlera un peu aussi dans le contexte de la douleur, ces neurones du noyau trijumeau qui innervent les méninges et qui sont par exemple très importants dans le contexte de la migraine. Donc des voies nerveuses différentes qui vont aller absolument partout dans le corps et pouvoir faire remonter parfois directement l'information périphérique ou l'activation des cytokines jusqu'au cerveau. Donc cette voie nerveuse, je disais, elle est en parallèle avec des voies humorales qui passent par la circulation sanguine. Et là, petit rappel, comment est-ce que ça peut se passer alors qu'il y a cette fameuse barrière hémato-encéphalique? Qu'est-ce que c'est que cette barrière? Donc on a les vaisseaux sanguins qui sont présents dans tout le cerveau et qui, en fait, entre les cellules de ces vaisseaux, on a des jonctions serrées. Il y a aussi cette glie limitance faite par des cellules non neuronales dans le cerveau qui vont empêcher énormément de molécules de passer cette barrière. Les cellules immunitaires ne peuvent pas non plus passer cette barrière. C'est ce qui fait que quand on fait une greffe hétérotopique, par exemple, dans le cerveau, elle n'est pas forcément rejetée. Donc le système immunitaire a un accès limité au cerveau et les molécules également. Il y a aussi cette barrière méningée. Donc les méninges, c'est les membranes qui entourent les cerveaux et la moelle épinière et qui ont différentes, on va dire, différentes couches. Le cerveau baigne dans le liquide céphalorachidien et là aussi, finalement, on a une barrière entre l'extérieur et l'intérieur, et notamment entre l'extérieur et ce liquide céphalorachidien. Donc on y reviendra. Il y a par contre énormément de cellules immunitaires autour du cerveau dans ces méninges. On en a déjà parlé un petit peu. Alors comment est-ce que le cerveau peut monitorer, suivre ce qui se passe dans le sang alors que finalement il est coupé de cette circulation sanguine? Alors il y a des endroits particuliers dans le cerveau qu'on appelle les organes circonventriculaires, mais qui sont en fait des organes, ce sont des neurones, des régions particulières du cerveau où cette barrière est ouverte. C'est-à-dire que les neurones vont pouvoir sentir ce qui se passe dans la circulation sanguine. C'est des petits organes qui sont situés de manière éparse dans le cerveau, qui vont avoir des fonctions assez différentes.
qui ont des doux noms comme organes vasculaires de la lame terminale, OVLT, l'éminence ganglionnaire, l'éminence médiane, oh là là, ça c'est une erreur. L'aera postrema, l'organe sufornical, etc. Et c'est faux. Et alors, qu'est-ce que ces organes font? Ils vont sentir ou détecter différentes choses qui sont présentes dans la circulation sanguine. Par exemple, l'éminence médiane, et non pas du tout ganglionnaire, va être très importante pour suivre tout ce qui se passe au niveau de la nutrition et réguler le comportement en lien avec la nourriture. Et alors là, tout de suite, vous voyez que même si ces organes sont capables de monitorer ce qu'il se passe dans la circulation sanguine, la réponse comportementale qui fait suite à cette détection va bien sûr être extrêmement compliquée et intégrer plein d'autres facteurs en lien avec la motivation, l'aversion, l'état personnel et d'autres facteurs qui n'ont rien à voir. Donc là, on parle vraiment d'organes qui permettent de monitorer. Et par exemple, l'aera postrema, c'est ce qui va permettre de détecter dans le sang différentes toxines, différents médicaments. C'est ce qui va vous faire vomir quand vous mangez, par exemple, un aliment avarié. Mais c'est également ce qui va vous faire vomir quand vous le remangez alors qu'il n'est pas avarié, en détectant cette molécule. Et je vais juste donc, vous parler de ce petit organe sous-fornical, SFO, qui lui détecte l'osmolarité, donc la concentration, notamment la quantité d'eau et aussi celle dans l'osmolarité près du sang, et expliquer que ces petits organes donc, détectent, mais peuvent aussi déjà commencer à intégrer des choses un petit peu plus compliquées, comme par exemple la soif prandiale anticipatrice, c'est-à-dire le fait que quand on mange un repas, on a soif, alors que la mesure physiologique ou physique du sang n'a pas encore de modification, on va dire, d'osmolarité. Mais quand on mange, on sait, enfin le cerveau sait qu'il va y avoir une modification d'osmolarité. Alors comment ça se passe? Il y a d'autres innervations présentes, par exemple, au niveau de la cavité de la bouche, cavité orale, au niveau de l'œsophage, de l'intestin, qui vont envoyer des projections sur cet organe sous-fornical et lui dire « attention, tu es en train de manger ». Et donc là, on va déclencher une réponse, une soif, qui est une soif anticipatrice. Donc des petits organes qui détectent ce qui se passe dans la périphérie, dans le sang, mais sont déjà capables de commencer à intégrer des réponses particulières. C'est aussi ces projections qui font que quand on boit quelque chose de frais, on a moins soif, parce que les détecteurs dans la cavité orale qui remontent sur le SFO sont capables de détecter la température. Donc, des organes circonventriculaires qui sont comme des petits trous dans la barrière hémato-encéphalique et qui vont permettre quand même de voir ce qui se passe. Et donc là, des cytokines inflammatoires ou des cytokines présentes dans la circulation sanguine peuvent directement aller moduler la fonction de ces organes. Il y a d'autres structures, comme les plexus choroïdes, qui sont des organes qui produisent ce liquide céphalorachidien qui baigne le cerveau, dans lequel il y a des cellules immunitaires et des cytokines, et qui également a une barrière un petit peu particulière entre le sang et ce liquide céphalorachidien. Donc là aussi, on peut avoir une action. Et puis, ce n'est pas une action directe, mais on en reparlera, les méninges, donc cette série de feuilles qui entourent le cerveau dans lequel il y a énormément de cellules immunitaires, qui, bien sûr, peut sentir, puisqu'il n'est pas on va dire de l'autre côté de la barrière, peut sentir tout ce qui se passe dans la circulation périphérique et peut relarguer ou produire des signaux immunitaires qui, eux, peuvent agir à proximité sur le cerveau et modifier son fonctionnement. Donc on a ces deux types de voies, soit via les nerfs, soit via cette circulation, enfin ces signaux humoraux. Et les chercheurs, depuis ça par contre de nombreuses années, ont commencé à décrypter comment est-ce que ces signaux inflammatoires, soit via la voie humorale, soit via des voies nerveuses, peuvent agir sur ce comportement de maladie et sur la fièvre. Alors, ce qui a bien été montré maintenant, c'est que on a des réponses un petit peu différentes, et donc on va séparer vraiment la fièvre du reste du comportement de maladie.
Donc la voie humorale, la fièvre passe principalement par la voie humorale, même si elle peut passer aussi par la voie, on va dire, et fait intervenir notamment l'interleukine 6. Et on a différents effets, production de prostaglandines, qui vont pouvoir soit directement passer dans le cerveau, soit des cytokines inflammatoires IL-6 qui vont agir au niveau d'organes circonventriculaires sur la production locale de ces relais qui vont induire de la fièvre. Donc l'idée, c'est qu'on a des signaux qui peuvent atteindre les organes circonventriculaires. Là, il y a des neurones, mais il y a aussi des cellules immunitaires qui vont induire un relais et déclencher, par exemple, une modification pour la fièvre. Ce qui concerne le comportement de maladie, il y a un rôle prépondérant de cette molécule, interleukine 1 bêta. Donc, si on l'injecte en périphérie, on peut mimer toute une série de comportements, de modifications comportementales liées à IL-1 bêta. Et on sait qu'on a un relais interne au cerveau d'IL-1 bêta qui est encore mal compris. Et on va avoir toute une boucle de régulation qui va ensuite agir sur différents aspects, comme par exemple le stress. Donc on a ces différentes voies, et la question c'était finalement, est-ce que ça passe par la voie nerveuse, par la voie humorale? Et on peut tester ce genre de choses, par exemple, en enlevant le nerf vague ou en coupant le nerf vague et en regardant si les symptômes ont encore lieu. La réponse est un peu plus compliquée que ce qu'on pouvait penser. Il y a certains symptômes qui sont principalement par la voie humorale, d'autres principalement par la voie nerveuse, mais c'est surtout que ce sont des signaux qui ont des temporalités et des modes d'action différents. Par exemple, la voie humorale va vraiment être activée dans des contextes infectieux majeurs, où on a une réponse, on va dire, systémique extrêmement forte, alors que la voie nerveuse peut être beaucoup plus localisée et la temporalité et la dynamique de réponse va être très différente. On va avoir une réponse, par exemple, beaucoup plus rapide si on est capable de détecter quelque chose de localisé. L'influx nerveux va beaucoup plus vite. Donc, dans la plupart des cas, on peut avoir une réponse mixte entre humorale et nerveuse. Une autre question, et qui a occupé énormément les chercheurs, c'était de savoir finalement comment est-ce qu'on peut induire ces différentes conséquences, ces différentes modifications comportementales. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup disséqué ces dernières années pour essayer de comprendre comment est-ce qu'un événement inflammatoire peut agir sur toutes ces réponses physiologiques. Et ça a surtout, même si on se posait la question avant, les chercheurs ont vraiment réussi à disséquer ces différents aspects parce qu'en fait, des avancées technologiques ont permis de le faire. Et ça, j'en parlerai dans la deuxième partie. Mais par exemple, donc, vous voyez, c'est des choses qui ont commencé en 2022 et qui ont explosé ces dernières années, d'identifier des populations très précises dans le cerveau qui permettent de réguler la fièvre ou des modifications de l'appétit pendant la maladie. Là encore une fois, on est chez l'animal et majoritairement chez la souris. Alors, en fait, on peut mimer une infection en injectant des composés qui sont des composés présents dans la membrane des bactéries ou d'autres manières et regarder les neurones qui répondent dans différentes régions. Et là, je vais juste faire un petit aparté parce que des régions clés qui régulent l'appétit, qui vont réguler des fonctions physiologiques, on va dire, de base, sont dans une région particulière du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus et qui a pendant assez longtemps été un véritable casse-tête. Donc l'hypothalamus, ici encore une fois chez la souris, la plupart des dissections de ces mécanismes a vraiment été réalisée pour l'instant chez l'animal. Donc cette région qui est importante pour feeding behavior, c'est-à-dire nourriture, l'homéostasie énergétique, la thermorégulation, la température, la régulation des fluides, le cycle de sommeil, la puberté, la fertilité, des réponses comportementales innées comme l'agression ou les comportements d'accouplement et des réponses au stress. Et donc en fait, c'est une région qui contrôle énormément de choses, donc, de manière très physiologique. Et ce qui a été un casse-tête, c'est qu'en fait, c'est une région qui est formée d'une multitude de noyaux et de populations cellulaires extrêmement compliquées et intégrées,
chacun des différents noyaux participant à différentes réponses via des boucles de régulation un petit peu compliquées. Et donc, pour vraiment comprendre et disséquer le fonctionnement et la réponse des différents neurones et différents noyaux, il a fallu attendre de vraiment avoir des marqueurs de ces populations, de pouvoir aller les manipuler spécifiquement, de suivre leur activité et de regarder comment ces différents noyaux, parfois extrêmement intriqués ou entremêlés, peuvent réguler les comportements. Et cette région, encore une fois, elle est située dans cette partie du cerveau. Et ce qui est aussi assez clé et important, c'est qu'en fait, elle est vraiment juste à côté de ces différents petits organes circonventriculaires dont je vous parlais, notamment l'éminence médiane et non pas ganglionnaire, l'OVLT, SFO, mais d'autres régions. Elle est interconnectée, l'hypothalamus est interconnecté avec ces organes qui, eux, peuvent monitorer ce qui se passe dans la circulation. L'hypothalamus est juste à côté de l'hypophyse qui va aussi permettre une réponse neuroendocrine via la circulation, mais elle est aussi extrêmement intégrée dans un contexte neuronal, cérébral. Elle reçoit de nombreux signaux nerveux, de nombreuses connexions de différentes structures qui vont apporter aussi un contexte, encore une fois, particulier émotionnel. Elles sont reliées de manière très forte avec l'amygdale, qui est importante dans les réponses de peur, d'évitement, d'anxiété, et d'autres structures qui sont, elles, importantes pour tout ce qui va être motivation ou engagement, et aussi des structures importantes dans la détection sensorielle. Donc, ce sont plus, on va dire, que des senseurs homéostasiques. Elles vont aussi intégrer et participer à l'intégration d'informations homéostasiques de surveillance de l'état physiologique dans un contexte plus global. Et alors, ce qui a bien été montré, par exemple, dans ce contexte-là, c'est qu'une population, et on va beaucoup parler de cette région particulière qui est la région préoptique de l'hypothalamus, en plus une sous-partie. Donc, cette région, on a une population neuronale qui est très importante pour médier la fièvre et les réponses sur l'appétit pendant ces phases de comportement de maladie en se connectant sur des noyaux différents d'autres régions de l'hypothalamus et moduler la fièvre, la recherche de chaleur et une suppression de l'appétit. Donc grâce à ces approches, et on parlera en détail de quel type d'approche, comment est-ce que les neurones sont modulés, comment on peut les disséquer, on a vraiment pu identifier des populations neuronales dans cette structure compliquée qui vont se connecter ou être modulées par des cytokines pour aller moduler différentes réponses comportementales dans ce contexte-là. Et donc la question, c'est finalement ce retrait social, donc ce retrait d'engagement ou de motivation à aller dans des interactions sociales, est-ce que c'est quelque chose de particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à la fatigue ou à une absence de motivation, de comportement, d'activité physique globale? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus particulier? Et donc on va maintenant s'intéresser véritablement à cette réponse-là. Qu'est-ce que l'on sait et qu'est-ce qui a pu être montré? Alors là, on va rentrer dans des détails un petit peu expérimentaux, mais on va faire ça de manière tout à fait tranquille. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est sans danger. Alors là, jusque-là, ce qu'on a vu, c'est voilà, quand on induit de manière expérimentale ce comportement de maladie chez l'animal, par exemple en injectant ce composé présent dans la membrane des bactéries gram-négatifs, le lipopolysaccharide ou le LPS, on est capable d'induire pratiquement toute la batterie des réponses comportementales chez l'animal. Et donc là, ces travaux, qui sont très récents, ont vraiment pu montrer ou se sont intéressés à, finalement, qu'est-ce qui régule ce retrait social de l'individu et est-ce qu'encore une fois, il est lié à d'autres choses. Donc, ils ont mis au point une technique de criblage pour aller regarder, quand on injecte différentes cytokines,
et qu'on regarde assez vite, 3 heures, c'est assez vite, aller regarder, donc on met l'animal dans un contexte où on lui donne le choix entre se diriger vers un congénère ou se diriger vers un objet inerte. C'est des approches extrêmement réductionnistes, mais qui permettent finalement de mesurer l'appétence, l'engagement, l'envie, la motivation pour une interaction sociale dans ce contexte-là. Et donc là, les chercheurs, et quand je dis les chercheurs, c'est notamment le laboratoire de Gloria Choi qui sera présente le 10 avril. Donc, quand les chercheurs ont injecté différentes cytokines, ils ont regardé le temps passé par ces animaux dans ce qu'ils appellent cette zone sociale. Alors, ils n'ont pas fait que ça. Ils ont bien sûr regardé est-ce que ces animaux peuvent encore se déplacer, parce que si on ne se déplace pas, forcément, on ne passe pas de temps à interagir. Ils ont regardé, etc., etc. Ils ont fait beaucoup de contrôles pour regarder est-ce que ces animaux ont une anxiété élevée, etc., etc. Et ce qu'ils ont vu, finalement, c'est que parmi toutes les cytokines, il n'y en avait pas tellement qui, dans ce système assez rapide de 3 heures, permettaient d'induire finalement une réduction assez claire, comme le LPS, le lipopolysaccharide, une réduction du temps passé dans cette zone sociale d'interaction avec des congénères. Ils ont regardé, donc, en ayant fait toute une série de contrôles. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont vu qu'en général, une hypomotricité était induite également par l'injection de cette interleukine 1 bêta, mais aussi d'une autre interleukine, l'interleukine alpha. Et toutes les autres, un effet relativement modeste. Donc après énormément de contrôles, ils ont vraiment pu, cette fois-ci, définir un paradigme pour aller regarder les interactions sociales dans ce contexte-là, en se focalisant sur ces deux cytokines particulières, et d'aller mesurer, cette fois-ci, combien de temps l'animal passe, combien de temps il passe à se déplacer, et aussi le pourcentage d'animaux qui sont présents dans la zone d'interaction avec le congénère ou dans la zone où il n'y a qu'un objet, en tenant en compte du fait que, effectivement, si l'animal ne se déplace pas, il ne va pas bouger. Donc ça permettait, entre guillemets, de s'affranchir du biais lié au fait que ces cytokines peuvent induire une réduction de la locomotion et de la distance parcourue. Et là, à ce moment-là, ce qui est apparu très clairement, c'est que, en fait, cette interleukine 1 bêta, très particulièrement et très spécifiquement, est capable de créer, on va dire, justement, un retrait de cette zone sociale, en tout cas d'interaction avec un congénère, avec l'animal qui se dirige particulièrement vers cette zone où il y a un objet, alors que même si on a un effet général de cette interleukine 1 alpha, quand on regarde spécifiquement qu'on arrive à s'affranchir du biais lié au fait que les animaux ont une baisse de la locomotion, on voit qu'à ce moment-là, on n'a plus tellement d'effet. Donc, une cytokine particulière qui a l'air vraiment, parmi toutes celles qui peuvent être induites, de moduler ces interactions sociales. Enfin, en tout cas, d'induire un retrait social suffisant pour induire un retrait social. Donc, les chercheurs ont ensuite regardé dans quelle région est exprimé le récepteur à cette cytokine pour essayer de voir s'il y avait quelque chose d'intéressant de ce côté. Et alors là, donc ils ont pu regarder où était exprimé. Ils sont tombés notamment sur une région d'un noyau particulière qui s'appelle le noyau raphé dorsal, qui est un noyau où il y a des neurones qui produisent de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui est extrêmement important pour les circuits cérébraux et le contrôle de différents circuits cérébraux. Et ils ont voulu essayer de voir est-ce que ces neurones sont particulièrement, et les différents types de neurones sont particulièrement qui expriment le récepteur à cette interleukine, sont particulièrement actifs pendant cette phase. Et là, je vais juste faire une petite parenthèse technologique pour vous montrer que en effet, ce sont de nouveaux développements technologiques qui permettent de réaliser ces expériences. Donc, quand des neurones sont actifs pendant une phase, on va avoir des ensembles de neurones qui sont coactifs, qui vont former ce qu'on appelle des assemblées. Et lorsque ces neurones sont coactifs, leurs connexions vont être renforcées.
Et cette activité va être, on va dire, couplée avec le fait qu'ils se mettent à exprimer certains gènes ou facteurs de transcription qui est associé au remodelage de ces connexions, et notamment un gène qui s'appelle FOS. Et grâce à l'utilisation de cette expression, les chercheurs ont pu créer des modèles où, dans un concombre, lorsque le gène FOS est exprimé, on peut à ce moment-là induire l'expression d'une enzyme qui s'appelle la cré-recombinase et qui, dans un contexte où on lui donne une molécule particulière, le tamoxifène ou l'hydroxytamoxifène, cette cré-recombinase va pouvoir recombiner ou modifier l'ADN présent dans les cellules et permettre soit de marquer de manière définitive les cellules, soit de faire exprimer autre chose. Donc ça permet d'attraper, donc cette technique a été appelée trap en anglais, mais d'attraper les neurones qui sont actifs à un moment donné dans une structure, même si après ils ne le sont plus. Et ça permet, par exemple, ici, dans ce contexte de la soif, c'est une des choses qui a permis d'identifier différents neurones associés à la soif, où on peut faire donner soif à des souris en enlevant très transitoirement, de manière très réglementée, l'eau. Et quand on trappe les neurones pendant ce moment-là, et quand on leur redonne de l'eau, on peut regarder quels sont les neurones qui sont marqués dans ce contexte-là et les activer par la suite. Donc cette technique, ce qui est particulier, ça permet de marquer les neurones, mais ça permet après aussi de les activer spécifiquement ou d'éteindre leur activité spécifiquement et de tester de manière causale, et non pas faire des corrélations, de manière causale, est-ce que cette population de neurones est impliquée dans la réponse comportementale donnée qui est induite. Donc, ils ont pu utiliser ce genre de choses pour regarder avec FOS, et ils ont en effet vu que c'était en grande partie ou de manière assez particulière l'activation des neurones de cette structure, le noyau raphé dorsal, donc ainsi des neurones qui sont impliqués dans des biais motivationnels et dans des engagements face à des comportements. Et ensuite, ils ont utilisé une approche donc, de chémogénétique. C'est ce qui permet de moduler l'expression ou l'activité des différents neurones, d'exciter ou d'inhiber différents neurones en leur faisant exprimer des récepteurs qui vont permettre de changer la polarisation, l'excitabilité des membranes. Et donc, quand on fournit des ligands particuliers, des CZ, CNO, vous verrez ça sur les diapositives, on peut soit exciter les neurones, donc voir ce qui se passe quand ces neurones-là particuliers sont actifs, ou les inhiber, et donc regarder ce qui se passe. Donc dans ce contexte-là, de manière croisée avec de la génétique, l'expression de vecteurs viraux, etc., ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont essayé de voir est-ce que les neurones qui ont le récepteur pour l'interleukine 1β et qui sont présents dans le raphé parce qu'ils expriment cette enzyme qui est importante pour la sérotonine, quand on leur fait exprimer un récepteur qui permet d'activer ces neurones et qu'on fournit la drogue qui permet d'activer ces neurones-là, qu'est-ce qui se passe au bout d'une heure? Et ce qu'on peut voir, c'est que de manière extrêmement efficace, on va induire un retrait de cette zone sociale, ce qui permet de dire que ces neurones-là, quand on les active, sont suffisants pour induire un retrait social. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment eux qui sont impliqués, entre guillemets, dans le contexte inflammatoire. Et donc l'expérience inverse, qui est extrêmement importante, c'est qu'on peut induire un contexte inflammatoire et cette fois-ci bloquer l'activité des neurones et regarder ce qui se passe. Et dans ce contexte-là, quand on crée un contexte inflammatoire, on voit qu'on induit un retrait social, mais dans les mêmes conditions où on induit une réponse inflammatoire et un comportement de maladie et qu'on bloque l'activité de ces neurones-là, on n'a plus de retrait social. On n'a plus de retrait social alors qu'on a encore une très grande baisse de l'activité locomotrice. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que
une condition systémique d'inflammation peut induire une baisse d'activité d'un côté, peut induire un retrait social, mais ces neurones-là ne sont impliqués que dans le retrait social et vont a priori pas véritablement réguler donc cette baisse d'activité. Donc on a une dissociation des deux, ce qui montre déjà que ce n'est pas les mêmes circuits, premièrement, et deuxièmement, qu'on peut observer une baisse d'interaction sociale, même s'il n'y a pas... on peut observer une absence de modification d'interaction sociale alors qu'il y a une baisse de la locomotion. Enfin bon, bref, on peut dissocier les deux. Et les chercheurs ont aussi montré que pour avoir cet effet, il fallait que ces neurones-là aient le récepteur à l'IL1β. Donc pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que c'est extrêmement important de bien mesurer, on va dire, la puissance de ces études qui permettent de tester véritablement la causalité de ce qui est étudié et pas uniquement des corrélations avec des modifications de taux de cytokines, de réponses comportementales, etc. Là, véritablement, grâce à la puissance des expériences qui sont faites, on peut aller regarder qu'est-ce qu'une petite population de neurones va faire dans un contexte extrêmement complexe, dans une réponse comportementale extrêmement stratifiée et à différents aspects. Alors, comme je le disais, on est dans un contexte extrêmement minimaliste. Il y a 2 souris, par rapport à tout ce qu'on sait d'une interaction sociale et d'un animal social comme la souris, c'est effectivement pauvre sur un plan des interactions et de ce qui se passe chez l'animal. Et donc les chercheurs ont validé que dans un contexte d'interaction où les animaux sont hébergés avec plusieurs animaux, où ils peuvent se mettre dans différents abris, on a effectivement toujours, dans un contexte inflammatoire, un isolement social, un retrait social de l'animal qui peut être relativement proche ou dans un autre endroit ou carrément à l'autre bout de la cage. Et donc, je ne vais pas redétailler l'ensemble de ce qui a été observé, mais dans ce contexte beaucoup plus riche socialement, en fait, les chercheurs ont pu montrer que de la même manière, on est capable, donc ils ont regardé la distance à laquelle se retrouvait l'animal et ils ont pu regarder si cette distance était liée au comportement de l'individu ou du groupe. Ils ont pu moduler très spécifiquement ces fameux neurones du noyau dorsal rafé dorsal, et qui expriment le récepteur à l'IL1β, etc., etc. Et donc ils ont pu montrer que ces noyaux bloquaient ou modulaient en fait la réponse à cette interleukine, mais également dans un contexte inflammatoire induit par ce composé, le lipopolysaccharide qui est présent dans les membranes bactériennes, et ils ont aussi validé ça avec un modèle infectieux plus physiologique. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup de détails pour arriver, pourquoi finalement est-ce que je vous raconte tout ça? Ça paraît très compliqué. Mais en fait, ce que ça montre véritablement, c'est que, en tout cas chez l'animal, le retrait social dans un contexte de comportement de maladie et de réponse inflammatoire est un comportement actif, un circuit particulier qui est activé pour apporter une réponse comportementale adaptée qui est véritablement une réduction de la motivation et de l'engagement dans un comportement social et qui va agir sur une petite population de neurones très particulières qui ne régulent pas ce qui se passe avec l'appétit, ne régulent pas ce qui se passe avec la fièvre et n'est pas forcément non plus impliquée dans tout ce qui va être locomotion. Alors je voudrais être très claire, ces neurones-là ne sont pas des neurones de l'interaction sociale. Ce sont véritablement des neurones qui ne vont pas réguler une réponse comportementale, mais plutôt un biais motivationnel par rapport à ces interactions sociales. Alors il y a encore plein de questions mécanistiques.
quel est le relais pour l'interleukine 1 bêta qui est produite dans le corps, qui ensuite, il y a un relais dans le cerveau. Alors les auteurs montrent dans certaines données qu'en fait, il y a un relais central, il y a une action périphérique, mais il y a un relais central, puisque l'interleukine 1 bêta agit sur des neurones qui ont ce récepteur, et ils montrent que probablement, c'est des cellules du système immunitaire, les microglies, du cerveau, les microglies, qui participent à ce relais intermédiaire. Une autre question qui est vraiment importante aussi, c'est finalement, est-ce que la sérotonine, c'est des neurones qui produisent de la sérotonine? Donc les chercheurs ont identifié les projections de ces neurones qui régulent ce comportement de retrait en particulier, vers une autre région qui s'appelle le septum latéral, mais est-ce que la sérotonine, est-ce que ce neuromodulateur est finalement important pour ces interactions sociales? Et on sait que la sérotonine est un neuromodulateur qui peut intervenir dans ces structures, et ça montrerait là aussi un autre niveau d'interaction, on va dire, neuro-immunitaire. Mais donc le fait que le retrait social engage véritablement des circuits qui sont différents, des neurones différents, pour induire un véritable biais motivationnel dans ce contexte-là, c'est extrêmement intéressant parce que, encore une fois, ça montre que c'est l'enclenchement d'un comportement particulier. Et ça permet de repenser un tout petit peu donc, cette influence comportementale, en dehors du fait que ça montre vraiment que les signaux immunitaires agissent sur le comportement, mais ça permet de vraiment présenter cette réponse dans un contexte adaptatif, c'est-à-dire une réponse adaptée à un environnement particulier, qui est un environnement où potentiellement il y a possibilité de contaminer les autres congénères. Et donc ça, c'est probablement quelque chose qui a été sélectionné par l'évolution. Ça veut dire aussi que les signaux immunitaires, dans ce contexte d'infection qui peut être une infection très légère, vont, comme tous les autres signaux externes, être intégrés pour aboutir à un comportement donné et, dans ce contexte-là, moduler la réponse. Donc c'est quelque chose d'actif, c'est une information fournie par le système immunitaire pour moduler de manière proactive un comportement intégré. Alors ça pose la question, de manière beaucoup plus large, si effectivement ces modifications immunitaires sont capables de moduler les interactions sociales et le retrait social, ça pose aussi la question de finalement comment est-ce que ces interactions sociales sont modulées, sont régulées. Alors, ce que je disais, c'est extrêmement compliqué. On ne parle pas de tous les éléments qui peuvent être liés à la motivation, à tout ce qui va être aux peurs, à tout ce qui va ajouter une couche de régulation extrêmement importante sur cet engagement ou cette motivation sociale. Mais je voudrais quand même présenter des travaux, là encore, très récents qui mettent en lumière quelque chose d'assez étonnant, encore une fois en partant de chez l'animal, de la régulation des interactions sociales et qui est dans la lignée directe de ce qui a été montré en regardant dans l'hypothalamus, dans la régulation des fonctions viscérales, ce qui se passe. Alors, je voudrais juste, pour préciser que les interactions sociales et le lien social, c'est effectivement très, très important. Je voudrais juste, j'ai utilisé ça comme un exemple, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui a montré que le lien social est associé à un meilleur état de santé, à un risque réduit de décès prématuré. Donc l'absence de lien social est effectivement mauvais pour la santé et quelque chose d'extrêmement important. On le sait pendant les phases de construction de l'individu, mais on le sait aussi finalement tout au long de la vie. Et donc, encore une fois, en regardant chez l'animal, certains chercheurs, et là c'est principalement les travaux du laboratoire de Catherine Dulac, se sont intéressés à la régulation, on va dire, basale de ces interactions sociales. Et là encore, c'est des travaux très récents de l'année dernière, et ils ont vu quelque chose d'assez intriguant, qui est dans un paradigme particulier, qui est, on a des souris, donc les souris sont extrêmement sociales, on peut les isoler pendant quelques jours,
Et à ce moment-là, on organise une petite réunion et tout simplement, on regarde ce qui se passe dans ce contexte-là. Et ce qu'ils ont vu de manière extrêmement intéressante, c'est la présence d'un rebond social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les animaux sont séparés, on va avoir une appétence accrue et une interaction sociale accrue suite à cette période d'isolement qui peut être variable dans différentes on va dire, souches de souris, mais qu'on retrouve systématiquement avec des durées d'interaction sociale plus élevées, etc., etc. Et ça, c'était particulièrement intriguant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, un petit peu comme pour des fonctions physiologiques de base, il y a un seuil. Quand on passe en dessous du seuil, il y a un manque et il faut compenser ce qui s'est passé pendant cette période d'absence. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on observe dans des fonctions dites homéostatiques, par exemple, qui vont réguler la faim, l'osmolarité, le sommeil, etc. Donc les chercheurs ont commencé à regarder un petit peu ce qui se passe et ont regardé dans cette région qui contrôle, comme je vous le disais, toutes les réponses homéostatiques, les fonctions viscérales, les fonctions de base du corps, qui est cette structure, l'hypothalamus. Et ils ont regardé ce qui se passe, et quand je dis regarder, là encore, c'est grâce à un développement technologique et l'imagerie calcique qui permet de regarder avec des tout petits microscopes l'activité des neurones, parce qu'on peut maintenant la surveiller ou la monitorer grâce à des modifications du calcium à l'intérieur de ces neurones qui répondent à l'activité neuronale. Et on a des marqueurs fluorescents qui sont donc modifiés dans ce contexte-là. Ici, on peut utiliser la GCAMP6, qui va, en fonction de la fluorescence, être un indicateur extrêmement efficace de l'activité des neurones dans cette région préoptique. Et donc, ce qui a été regardé, c'est dans ce contexte d'isolation, réunion, réisolation, l'activité de différents neurones. Et là, les chercheurs ont pu identifier des neurones qui sont principalement actifs pendant la phase d'isolation et d'autres neurones qui sont principalement actifs pendant la phase de réunion. Donc des neurones... C'est fini? Il faut que j'arrête? Non, mais je... Bon, alors on va aller un peu plus vite. Donc des neurones qui sont sensibles donc, à ces interactions. Quand il n'y a personne, ils sont actifs. Quand on a une réunion, ils sont actifs, etc. Et ça, c'était quand même assez étonnant, encore une fois, parce que c'est exactement ce qui est observé dans des contextes où on a des modulations de fonctions homéostatiques, où il y a, entre guillemets, une régulation entre la détection, un seuil, un manque et une interaction réciproque. Donc, encore une fois, grâce au marquage par ces différents marqueurs, et notamment le TRAP, l'activité FOS, les chercheurs ont pu véritablement marquer les différents neurones qui sont actifs, et donc ils les ont appelés des neurones isolation. Donc MNP, c'est un noyau dans l'aire préoptique, c'est un tout petit noyau, et là c'est une sous-population, un sous-noyau, etc. Et ils ont pu identifier très précisément qu'est-ce que c'était que ces neurones. Et à l'inverse, les neurones qui sont actifs pendant la réunion, qu'ils ont appelé cette fois-ci réunion, c'est des neurones qui sont dans la même région et juste à côté, mais qui sont actifs dans ce contexte différent, et qu'ils ont pu aussi, là aussi, marquer en faisant une modification un petit peu du paradigme pour regarder les neurones pendant ce contexte de réunion. Et alors, ce qui est important, c'est qu'après, ça permet d'aller regarder des choses assez incroyables, moi je trouve. Une fois qu'ils ont pu identifier ces neurones, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent injecter différents virus pour aller regarder vers quelles autres régions ces neurones projettent ou de quelles régions ces neurones reçoivent des connexions nerveuses. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc déjà en utilisant des virus, notamment des virus dérivés du virus de la rage, qui sont capables de sauter certaines synapses. Donc ça permet de faire des cartes pour regarder ces quelques petits neurones qui sont actifs pendant des phases d'isolation ou de réunion,
comment est-ce qu'ils sont interconnectés, parfois avec des toutes petites populations de neurones qui sont situées absolument ailleurs. Et puis ensuite, grâce à des modifications ou à des manipulations de ces populations de neurones et en ciblant avec différents virus, ils sont capables de, cette fois-ci, pas utiliser la chémogénétique, mais l'optogénétique. C'est une autre manière d'activer ou d'éteindre les neurones, cette fois-ci en utilisant des sondes qui vont être sensibles à la lumière et non pas à des composés chimiques, comme par exemple une molécule qui s'appelle la channel rhodopsine, qui a été découverte dans des animaux adaptés d'animaux comme la méduse ou d'autres courants. Et donc on peut, en utilisant cette fois-ci la modulation par la lumière, en exprimant ces différents composés, activer les neurones ou les inhiber. Donc les activer ou les inhiber et regarder est-ce que ces neurones induisent des changements de comportement, par quelle population ou par quelle connexion ils sont capables de moduler certaines choses, etc. etc. Donc je ne vais pas vous décrire tout ça, mais ce que je vais vous faire, c'est un petit résumé, enfin eux, le petit résumé qu'eux ont fait, qui est, je pense, particulièrement intéressant. Donc ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est que cette petite population de neurones, elle va coder ou elle va réguler ce qu'ils appellent le besoin social, c'est-à-dire que quand on les active et par les différentes voies, les différentes connexions qu'elles ont, on va déclencher une appétence donc, et directement une interaction sociale, et que ces neurones ici, en revanche, codent pour ce qu'ils ont appelé la satiété sociale, exactement comme quand on a mangé et qu'on est donc dans un état de satiété. Et ces neurones inhibent cette population-là, et ces différentes populations de neurones sont connectées avec tout un tas d'autres structures et d'autres noyaux qui vont donc réguler l'engagement ou la recherche d'interactions sociales, une valence négative ou positive à ces interactions, des changements physiologiques associés, qui vont coder aussi pour la récompense sociale associée et pour la satiété sociale, c'est-à-dire un certain état de contentement. Ce qu'ils ont pu également montrer, ce qui est très intéressant, c'est que une entrée directe qui va activer ces neurones, enfin directe, via des relais, mais un critère important, c'est pas donc qui va réguler ces neurones de la satiété sociale, c'est des neurones qui sont activés par ce qu'on appelle le toucher social, c'est-à-dire pas un toucher neutre, c'est un toucher qui fait intervenir certaines fibres particulières et qui est associé à une valence particulière, c'est-à-dire un toucher qui vient d'individus qui apportent une valence sociale positive à ces interactions. Et donc en fait, ça change un tout petit peu la donne par rapport à l'image qu'on peut avoir des interactions sociales, c'est-à-dire que bien sûr, il y a un engagement particulier, une régulation particulière qui va être associée à la motivation, à l'envie, à la récompense, aux aversions aussi, et à l'état psychologique d'un individu pour s'engager ou non dans des interactions sociales. Mais il y a des neurones dans une structure comme l'hypothalamus qui est essentiel pour monitorer et surveiller des constances physiologiques de base de l'organisme et à son bien-être qui sont importants pour monitorer et réguler les interactions sociales. Et donc, quelque part, ça change un petit peu le cadre conceptuel qu'on peut avoir par rapport à ces interactions sociales et les placer véritablement, mais comme quelque chose qui est essentiel à l'animal, qui est monitoré par des noyaux dans une structure qui monitorent on va dire, toutes les données ou tous les paramètres essentiels à la survie et au bien-être de l'animal, de la température à tout ce qui va être régulation de la prise alimentaire et d'autres choses, qui est à ce niveau-là. Et donc là, on se retrouve véritablement avec, on va dire, un schéma un petit peu différent quand on pense à ces modifications, on va dire, associées au comportement de maladie.
où en fait ce qu'on a, c'est une modification et une altération d'un engagement, mais d'un ensemble d'éléments qui sont des éléments physiologiques, homéostatiques, régulés, surveillés par des structures qui se retrouvent à peu près dans une région particulière. Et bien sûr, ce qui va se passer ensuite, notamment au niveau du noyau raphe-dorsal, mais d'autres structures, vont s'ajouter et se greffer sur une réponse comportementale donnée. Donc là, ça permet d'avoir un schéma un petit peu différent, de remettre dans un cadre un petit peu différent, encore une fois, la manière dont on conçoit ces molécules inflammatoires dans un contexte particulier. Donc, comme je vous le disais, ici on est dans un contexte particulier d'inflammation, où on a des signaux immunitaires inflammatoires associés à une infection qui vont moduler et modifier une réponse comportementale qui est normalement suivie, mesurée par cette région présente au niveau de l'hypothalamus. Mais là, on va avoir un changement motivationnel, on va dire, en aval et qui va directement réguler les réponses comportementales pour avoir une réponse adaptative. Donc, est-ce que, là, on est dans un contexte inflammatoire, est-ce qu'il y a d'autres cytokines ou d'autres signaux inflammatoires dont on sait qu'ils peuvent moduler le comportement et quelque part apporter une information immunitaire sur l'individu, sur le monde, sur le contexte dans lequel il se trouve et donc apporter un élément d'information sur la réponse comportementale adaptée à l'environnement qu'il doit avoir. Et donc là, c'est quelque chose qu'on va voir dans un ensemble un peu différent, où on va regarder d'autres cytokines en conditions physiologiques et voir si elles peuvent ou pas moduler ou participer à une réponse comportementale adaptée. Alors pour ça, on va d'abord s'arrêter et reparler un petit peu de ces cytokines. Qu'est-ce que c'est que ces molécules et dans quel contexte elles sont exprimées. Alors, j'ai parlé de l'interleukine 1 bêta, qui est une molécule, une cytokine inflammatoire induite en réponse à tout type d'inflammation assez forte. Et on a aussi également l'interleukine 6, le TNF, qui sont des molécules, des cytokines induites dans un contexte d'inflammation. Et puis ensuite, on va avoir des cytokines qui sont induites dans des contextes différents et qui vont correspondre à ce qu'on appelle une immunité de type 1, de type 2 ou de type 3, qui ont été définies dans des contextes très particuliers, qui sont des contextes d'attaque ou de réponse immunitaire différentes, mais qui vont être utiles pour donner un cadre conceptuel particulier. Donc, l'immunité de type 1, c'est quand on peut avoir dans différents contextes, mais notamment des virus. Encore une fois, on va avoir cette réponse à l'interféron gamma, TNF-alpha, des granzymes, et donc qui va avoir un effet sur différentes cellules. Dans un contexte où on va avoir, par exemple, une infection par certains vers, ou dans un contexte de réponse à des composés qui vont déclencher une réponse allergique, on va avoir des cytokines très particulières qui vont être produites. Donc, dans un contexte de réponse allergique, on a des cytokines particulières qui sont produites, qui ne sont pas produites dans d'autres situations. Et puis dans un contexte vraiment de bactéries extracellulaires ou d'exposition à des infections liées à des champignons, on va avoir d'autres types de cytokines qui vont être produites, et notamment l'interleukine 17 dont je parlerai de manière plus précise. Donc dans des contextes différents, on va avoir l'expression et la diffusion de cytokines différentes qui vont avoir des effets différents. Alors pour revenir sur cette immunité de type 3, donc je reparlerai pas mal, qui est avec l'interleukine 17, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des interleukines particulières qui vont être très importantes pour réguler l'expulsion, par exemple, de ces pathogènes, mais qui vont être importantes pour maintenir
l'intégrité des barrières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité des barrières? Les organes barrières, par exemple, c'est la peau, les intestins, tout le système, on va dire, digestif, qui est en fait en contact avec l'intérieur, mais l'extérieur du corps et tout le microbiote intestinal. On va avoir les poumons, qui sont des organes qui sont eux aussi en contact avec énormément de pathogènes. Et on peut considérer que les méninges sont un organe barrière, mais c'est encore autre chose. Mais en tout cas, l'idée d'un organe barrière, c'est un organe qui est en contact avec l'extérieur et qui fait une barrière par rapport à l'intérieur. Donc, l'interleukine 17 va être extrêmement importante pour réguler l'intégrité des barrières, et notamment, par exemple, au niveau du tube digestif et au niveau de la peau. Et l'année dernière, quand on s'est intéressé à la peau, on a vu que, par exemple, l'interleukine 17 est très importante dans des contextes d'eczéma et plus particulièrement aussi de psoriasis, où on a une dérégulation de l'intégrité de la peau, et l'interleukine 17 est très importante pour maintenir et favoriser l'intégrité de ces tissus. Donc, en réponse à la présence de ces pathogènes, donc là, quand on parle de réponse immunitaire dans un contexte pathogénique, mais on verra que ça peut être aussi un contexte physiologique, on a une induction de cette réponse immunitaire de type 3 qui va produire notamment cette interleukine et permettre de maintenir les barrières dans un contexte on va dire de modification ou d'attaque de ces barrières. Donc, voilà, donc les différents pathogènes. Et ce qui est très important aussi, et on y reviendra, c'est qu'en fait, ces différents types d'immunité peuvent être induites ou modulées aussi dans des contextes, par exemple, d'exposition ou de manque ou de régulation de la vitamine A, du tryptophane, de l'obésité, enfin d'un régime nutritionnel à fort contenu en graisse, etc., etc. Donc on peut avoir une activation de ces voies également, pas uniquement dans des contextes de réponse immunitaire, mais aussi dans des contextes de modification physiologique particulière. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en fonction de différents contextes, et par exemple, on va s'intéresser ici à ce contexte-là, bactéries, champignons, on peut avoir un biais d'une réponse immunitaire qui va plutôt produire certaines cytokines que d'autres. Et donc ça va changer localement et potentiellement aussi de manière systémique les cytokines qui sont produites et l'effet qu'elles peuvent avoir sur différents organes. Alors ça, c'est les différents types de cytokines. Qu'est-ce qu'on sait finalement d'un effet de cytokines sur le cerveau? Et là, je ne parle que du cerveau adulte, déjà formé, câblé, etc. Donc, une vraie structure qui a été directement reliée donc, à ces cytokines et qui a montré comme jouant potentiellement un rôle dans la modulation du cerveau, ce sont les méninges. Alors, les méninges, c'est cette enveloppe qui entoure le cerveau. Donc, il y a différentes couches, et ça, on ne va pas tellement insister là-dessus aujourd'hui, mais dans lesquelles il y a différents compartiments, dans lesquels il y a différents types de cellules immunitaires, des cellules immunitaires innées, macrophages, cellules dendritiques qui vont présenter des antigènes, et des cellules de l'immunité adaptative, les lymphocytes B qui produisent les anticorps, les lymphocytes T qui peuvent avoir une réponse cytokinique, donc de l'immunité adaptative. Et on a toute une faune de cellules immunitaires présentes dans les méninges. On a vu que ces cellules immunitaires présentes dans les méninges sont aussi importantes pour protéger le cerveau contre les infections, d'une part, et d'autre part, permettre la surveillance immunitaire du cerveau, puisqu'elles sont capables de monitorer et de suivre tout ce qui va être, extrudé du cerveau, passer dans le liquide céphalorachidien et arriver dans les méninges, où ces cellules immunitaires peuvent faire une vraie surveillance de ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a différents types de cellules. Je vais juste en mentionner, donc il y a des lymphocytes, mais je vais mentionner cette population de cellules particulières qui sont des cellules T qu'on appelle gamma-delta, qui sont des lymphocytes T, mais qui sont des lymphocytes T très particuliers
qui sont générés pendant la vie embryonnaire ou très précocement, qui ont un récepteur différent des lymphocytes habituelles et qui ont un rôle véritablement plus de cellules immunitaires innées, même si ce sont des lymphocytes T particuliers. Et pourquoi est-ce que je parle de ces cellules? Parce que ce sont des cellules, notamment, qui peuvent produire massivement cette interleukine 17 qui est induite en réponse donc, aux champignons ou à la présence de bactéries. Donc on a des lymphocytes T gamma-delta, mais on a aussi d'autres lymphocytes T en tout genre. Et on a donc d'autres types de cellules, des macrophages, etc., etc. Et ce qui a bien été montré, on va dire, depuis maintenant une petite dizaine d'années, 5-10 ans, c'est que ces cellules immunitaires sont capables de produire différentes cytokines. Donc l'interleukine 4, c'est plutôt une interleukine qui est associée à la réponse allergique, immunité de type 2, interféron, comme je parlais, l'IL-17, l'interleukine 17, mais d'autres molécules aussi. Et ces cytokines, qui sont produites par les cellules dans les méninges, peuvent avoir un effet sur le cerveau. La mémoire, mais aussi, ce qui a beaucoup été montré, c'est une réponse comportementale, notamment dans différents contextes d'interaction sociale. Donc voilà, c'est des travaux qui datent de... Ah ben là c'est coupé, mais c'est 2010, ici 2021, 2016, 2025, où on a véritablement toute une faune de cellules, et ce sont notamment des lymphocytes. Donc contrairement à la première partie où c'était vraiment une réponse de cellules immunitaires innées, là ce sont des lymphocytes, même si ce sont des lymphocytes innés, qui vont produire différentes cytokines. Et quand on enlève ces cellules, ou qu'on enlève les cytokines dans ces cellules, ou qu'on les fait surexprimer, on observe chez l'animal des réponses, des modifications de réponses comportementales, interactions sociales, mais aussi des effets, par exemple, sur la mémoire. Et on a même des lymphocytes T régulateurs qui, en agissant sur la population d'autres lymphocytes T, peuvent avoir un effet. Alors, il y a une population particulière, et j'en ai parlé, qui a véritablement été reliée à cette modulation des interactions sociales. C'est cette petite population de lymphocytes gamma-delta dont je parlais, qui peut produire de grosses quantités de cette interleukine 17. Et ce qui a été montré, c'est que ces cellules sont présentes dans les méninges, elles colonisent les méninges tôt pendant le développement, elles sont présentes, et c'est la source majoritaire de cette cytokine, interleukine 17, dans les méninges. Alors, qu'est-ce que fait cette cytokine, ces cellules dans les méninges? Ce qui a été montré, c'est en utilisant notamment des comportements de type pour mesurer l'anxiété, qui, dans ce contexte-là, est probablement, on va dire, une manière de regarder la vigilance. Ce qui a pu être montré, c'est que quand ces cellules gamma-delta ne sont pas là, de manière aiguë dans des modèles où il n'y a pas le récepteur essentiel pour le fonctionnement de ces cellules, ou quand on injecte localement un anticorps qui bloque l'activité de ce récepteur, ou quand on bloque directement l'interleukine 17A, on va avoir ici une modification du comportement. Donc, ce texte comportemental est ce qu'on appelle donc un T élevé, où on a ici des zones qui sont, on va dire, préférées par l'animal, puisque ce sont des zones où il est caché, et ici des zones ouvertes qui sont, que l'animal ne préfère pas emprunter, puisque c'est une situation anxiogène. Et ce qu'on a dans ce contexte-là, c'est qu'on a un comportement où l'animal fait preuve d'un comportement hypo-anxieux et hyper-exploratoire, simplement quand on bloque l'activité de ces cellules ou la production d'interleukine 17. On peut voir ça aussi en termes d'exploration dans ces zones ouvertes, où on a exactement la même chose. Et on a exactement la même chose, on est capable de sauver ces défauts comportementaux en remettant de l'interleukine 17 dans des animaux qui n'ont plus ces cellules. Donc ça permet véritablement de voir que ce comportement hypo-anxieux, quand on enlève une cytokine dans une population de cellules présentes dans les méninges,
est véritablement lié à cet effet local. Alors comment est-ce que l'interleukine 17 peut agir? Ce n'est pas très clair, enfin il y a plusieurs possibilités. Donc ces chercheurs ont montré qu'il y a une possibilité via directement des neurones dans le cortex préfrontal où on a un effet, et on peut regarder dans des mutants conditionnels et voir qu'on a aussi un mutant conditionnel dans des neurones dans le cortex préfrontal, on a aussi un effet hypoanxieux. Mais le laboratoire de Gloria Choi a montré également que le récepteur à l'interleukine 17 est présent dans une structure qui s'appelle l'amygdale, qui est une structure essentielle pour réguler les comportements liés à la peur, à l'anxiété et à la vigilance, et que directement, ces neurones qui expriment ce récepteur pour l'interleukine 17 peuvent être sensibles à l'interleukine 17 et moduler des comportements anxieux, hypoanxieux, et que l'interleukine 17, dans ce contexte-là, en agissant directement sur l'amygdale, peut induire un comportement anxieux ou, si on enlève, conduire à un comportement hypoanxieux. Donc on a une cytokine qui est associée à un type d'inflammation particulier, qui est produit dans les méninges et qui est capable de moduler l'engagement, ou en tout cas la vigilance et la réponse anxieuse dans un contexte particulier. Donc, qu'est-ce qu'on sait, encore une fois, de cette interleukine 17 ? On sait que c'est une interleukine qui est associée donc, à cette voie de réponse à une infection liée à la présence de champignons, mais aussi de bactéries. Et en fait, ce qui est extrêmement intriguant, c'est que cette interleukine 17, on sait que son expression, ça c'est des travaux depuis plusieurs années, on sait que son expression et la présence de cette interleukine sont directement liées à la présence du microbiote, et notamment dans le contexte du microbiote intestinal. Vous ne voyez pas très bien du tout ici, mais je vais vous faire un petit résumé. La composition de certaines bactéries, la présence de certaines bactéries dans le microbiote intestinal est capable de conduire à la production et à l'amplification de cellules qui produisent l'interleukine 17, qui sont des lymphocytes T particuliers qui vont produire l'interleukine 17, et ça c'est important pour réguler la barrière de manière locale. On sait que c'est le cas aussi dans l'épithélium intestinal pour ces cellules innées dont je parlais, ces gamma-delta, qui vont sentir ou être sensibles à la présence de certains pathogènes, mais aussi ce qu'on appelle des bactéries commensales, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries avec lesquelles on interagit, et vont moduler les niveaux d'interleukine 17. Et également, ce qui a été montré, c'est que c'est aussi le cas pour certains champignons présents dans certaines parties du tube digestif qui vont moduler la production d'interleukine 17, et que cette modification au niveau intestinal est aussi capable d'influer au niveau direct sur les neurones, sur la réponse comportementale. Donc, est-ce qu'il y a un lien finalement entre cet environnement bactérien, cet environnement microbien, et la production ou l'efficacité de cette cytokine au niveau des méninges? Alors, ce qui a été testé directement, c'est que l'exposition aux antibiotiques chez l'animal, pendant une phase un petit peu prolongée, joue sur les niveaux d'interleukine 17 qui sont présents dans les méninges et dans ces cellules. Comment et pourquoi est-ce qu'on a une régulation de l'interleukine 17 dans cette structure n'est pas encore clair, mais ce qui est clair, c'est que l'exposition à des antibiotiques va modifier les taux, le taux d'expression d'interleukine 17 dans des cellules dans les méninges. Donc on a directement, on va dire, une conification, une modification associée. Alors il y a plusieurs possibilités. Ça peut être lié au 17 périphérique, c'est-à-dire qui est produite dans les intestins, dans les organes barrières. Ça peut être des composés comme les acides gras à chaîne courte, dont on sait que quand on a une exposition au microbiote qui est capable d'induire une réponse IL-17, on a également une production accrue de ces acides gras, et on sait, dans le contexte des organes barrières, que l'on peut avoir une amplification de cette réponse IL-17. Et une autre hypothèse, et elles sont toutes possibles, elles agissent peut-être en parallèle, ça peut être la migration de cellules. Et alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait, il y a des résultats et des travaux assez récents
qui montre, là encore chez l'animal, qu'il y a des cellules immunitaires qui sont exposées à différents types de signaux au niveau, par exemple, des intestins, qui sont capables de migrer et d'aller coloniser les méninges et induire une réponse particulière ou une activité particulière. Par exemple, il a été montré qu'il y a des cellules qui sont éduquées dans les intestins, qui vont aller se placer au niveau des méninges, notamment dans les sinus veineux, et qui sont capables de protéger le système immunitaire, notamment contre certaines infections particulières. Donc, une exportation de ces cellules qui permet d'acquérir une propriété de défense contre certains pathogènes. Alors, est-ce que ces cellules gamma-delta peuvent, entre guillemets, voyager ? On ne sait absolument pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est des cellules en général qui s'établissent pendant le développement embryonnaire et périnatal. Et on sait aussi que le développement de ces cellules dépend d'une stimulation et d'une exposition à certains composés du microbiote. Ce qui a été montré aussi quand même dans le cas de certains accidents ou de modèles chez la souris d'accidents vasculaires cérébraux, c'est qu'on peut avoir un trafic de ces cellules qui partent des intestins et qui vont aller se mettre dans les méninges et qui produisent de l'interleukine 17 qui va avoir un effet dans le contexte d'accidents cérébrovasculaires sur la capacité du tissu à réparer ou pas. Donc ce que ça nous dit, ce que ces informations, ce que ces travaux nous montrent, c'est qu'en fait, dans un contexte normal, physiologique, la présence et la composition d'un microbiote, l'exposition à certains pathogènes commensaux et pathogènes, va conduire ou moduler l'amplification de la production de cette interleukine 17 via des lymphocytes T ici qui peuvent la produire ou des cellules T innées qui vont ensuite pouvoir agir sur le cerveau. Et ça, c'est véritablement, si on résume, c'est une information immunitaire qui est véhiculée à l'organisme, mais dans ce contexte particulier au cerveau, sur un état des organes barrières, aussi bien au niveau donc, du microbiote intestinal que de la peau, etc. Donc c'est une information sur l'environnement microbien dans lequel l'organisme se trouve et également de l'état des barrières, puisqu'encore une fois, l'amplification locale et la production locale d'interleukine 17 permet localement de modifier cette barrière. Alors, ce qui est important dans le contexte de l'interleukine 17 aussi, c'est que finalement, cette régulation de la vigilance qui est associée à l'interleukine 17, si on a moins d'interleukine 17 de base, on va avoir, on va dire, un comportement hypo-anxieux. Et ce que j'ai peut-être pas bien explicité ou précisé, c'est que quand on augmente la quantité d'interleukine 17, on est capable d'induire une anxiété et un comportement différent, où là, on va avoir cette fois-ci une augmentation de la vigilance et du stress. Si on veut extrapoler ça, on peut proposer que finalement, cette information sur l'état microbien du monde va permettre une réponse, là encore une fois, adaptative, c'est-à-dire l'environnement change, est-ce qu'il faut moduler ou pas l'état de vigilance que l'organisme peut avoir vis-à-vis du cerveau et l'intégrer dans ses réponses comportementales. Alors, c'est des choses qui sont bien connues, qui commencent à être bien examinées dans le cas de l'interleukine 17. On retrouve l'interleukine 17 dans l'ensemble du règne animal, donc là, il y a aussi apparemment une conservation évolutive. Et une chose qui est beaucoup moins bien explorée, mais qui, je pense, va être extrêmement importante ou intéressante dans les années à venir, c'est l'effet de ces cytokines de type 2 qui sont associées à des réponses allergiques, parce que l'on sait aussi qu'on peut induire finalement des modifications de l'état de vigilance en modulant de manière exogène les cytokines associées à ces différentes pathologies. Et là aussi, on peut imaginer que c'est une information importante sur l'environnement externe qui peut être incorporé, inclus
comme un paramètre informatif de l'environnement pour modifier ou biaiser une réponse comportementale. Donc dans l'ensemble, ce qu'on a vu en partant du comportement de maladie, c'est-à-dire une réponse comportementale dans un contexte infectieux, inflammatoire, on a vu que finalement certaines cytokines inflammatoires vont pouvoir très spécifiquement induire des réponses comportementales et l'une d'entre elles va être une réponse motivationnelle pour s'engager ou non dans une interaction sociale. Ce qui montre que les cytokines, ce n'est pas du tout des molécules qui vont être capables de contrôler, si on met telle cytokine, on va avoir telle réponse, mais elles vont moduler une motivation, un engagement dans certaines réponses comportementales et dans ce contexte-là d'interaction sociale. Ce qui est important aussi, c'est de voir que tout ce qui concerne la modulation des interactions sociales est en train de changer, puisqu'on se rend compte, et différents travaux le montrent, que finalement, il y a une véritable surveillance ou monitoring de ces interactions sociales. Alors, ça ouvre d'autres questions. Si effectivement les interactions sociales sont quelque chose de requise, d'importante pour l'animal et qu'il y a des neurones qui codent pour la satiété sociale et d'autres qui vont véritablement montrer le manque d'interaction sociale, où est le seuil quand on parle on va dire d'osmolarité ou de régulation de la température, on voit bien comment ce seuil est défini. Dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus compliqué, mais ceci dit, ça apporte une vision un petit peu, on va dire, ça apporte un élément de réflexion sur le fait que ces interactions sociales sont un véritable besoin, au même titre que d'autres fonctions homéostatiques, et que la régulation que l'on observe dans un contexte inflammatoire de toutes les fonctions physiologiques peut aussi passer par une modification de ces interactions sociales. Le fait que ce soit des neurones particuliers et un circuit particulier montre qu'on a une information immunitaire qui, au même titre que le reste, est inclus pour apporter une réponse comportementale adaptée et adaptative à la situation donnée, qui est la situation d'infection. Et on a pu voir, en élargissant un petit peu le spectre, que finalement, dans d'autres contextes, par exemple des réponses ou des cytokines induites par l'interaction avec le microbiote et l'ensemble des micro-organismes auxquels ils sont confrontés, peut, là encore une fois, biaiser, moduler la réponse comportementale et notamment l'état de vigilance, ce qui montre que l'environnement microbien, comme d'autres types d'environnements, via des signaux immunitaires, participe à une réponse comportementale adaptative. Et alors, il y a des exemples très particuliers dans le contexte de certaines allergies, par exemple des allergies alimentaires où on va avoir un évitement, un comportement d'évitement de certains composés indépendamment de la réponse allergique, qui commence aussi à laisser penser que ce n'est pas uniquement l'interleukine 17 et l'immunité de type 3, mais que l'immunité de type 2, qui est associée aux allergies, est aussi également, on va dire, un paramètre important pour intégrer et comprendre ces différentes molécules. Donc le système immunitaire en conditions physiologiques, tout comme le reste, permet d'apporter une pierre de plus sur l'environnement, l'état de l'individu, dans un contexte de réponse adaptative. Alors on va voir la semaine prochaine, mais qu'est-ce qui se passe dans des contextes où cette information immunitaire n'est plus du tout informative, mais maladaptative, perturbée, et on verra ce qui se passe dans des contextes de différentes pathologies dont je parlerai, et notamment d'une activation du système immunitaire contre une reconnaissance anormale de certains composés du système immunitaire, par une activation de la réponse adaptative à certains composés présents dans les synapses, où on a une dérégulation spectaculaire du fonctionnement cérébral, alors que le cerveau en lui-même n'est pas véritablement atteint structurellement, ce qui est le cas dans d'autres pathologies. Donc on verra comment est-ce que ces interactions, quand elles sont complètement mal adaptatives,
ou une attaque du fonctionnement du cerveau peuvent aboutir à une perturbation, cette fois-ci, des comportements. Donc on verra ça la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de pouvoir continuer ce cours cette année. Bien sûr, si vous avez des questions, je reste là, nous pouvons discuter. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine.